bienvenue au balado Les Expéditeurs. On va parler de livraison, de commerce de détail. On va rencontrer des détaillants qui font de la livraison, les aider en interviewant des gens qui offrent des solutions pour aider les détaillants. Et puis partager aussi avec des expéditeurs l'expérience et essayer d'avoir des petits trucs pour aider les prochains. Je suis aujourd'hui avec Marie des Mauvaises Herbes. Bonjour Marie, donc copropriétaire des Mauvaises Herbes. Exact. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'entreprise, s'il te plaît? Oui, en fait, les Mauvaises Herbes, notre histoire a commencé en 2014. Donc, en 2014, on avait créé un petit blog pour le fun, pour s'amuser, Marianne Gaudreau, Audrey Woods et moi-même, un blog sur lequel on jasait d'éco-responsabilité, de zéro déchet. C'était bien à la mode à l'époque. Ça l'a encore, là, mais un petit peu moins, malheureusement. Mais notre sujet de prédilection, c'était d'inviter les gens à apprendre à fabriquer leurs propres produits de soins et produits ménagers maison. Donc, faire son propre déodorant, faire son propre nettoyant tout usage pour la maison, son beurre corporel. Puis, ce petit projet bénévole-là, il est devenu plus grand que nous. On avait chacune des emplois en parallèle. Puis, en 2017, on a comme frappé un mur. Là, c'était trop gros, trop de commentaires à gérer, trop de demandes de collaboration. Fait qu'on devait faire un choix. Soit on abandonnait le projet, soit on trouvait un moyen de le rendre lucratif. Et c'est là qu'on a créé la boutique en ligne Les Mauvaises Herbes. Donc, le blog s'appelait initialement Les Trappeuses. Il y en a peut-être qui connaissent ce nom-là. Peut-être que ça rappelle un petit quelque chose. Fait que c'est ça. En 2018, on a ouvert une boutique en ligne, juste en ligne au début. Au début, c'était tout petit. On avait, je pense, une employée. Puis très rapidement, là, notre chiffre d'affaires a doublé. En 2019, on a ouvert une boutique pignon sur rue sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Puis voilà. Aujourd'hui, on est en 2024, merci, certaine. 2024, on a 18 employés. On gère entre 5 et 700 colis par semaine. Puis les choses vont super bien, fait qu'on est vraiment contents. Je trouve ça vraiment intéressant l'histoire des Mauvaises Herbes parce que on a l'impression que ça commençait à l'envers. D'abord, on commence en général par une boutique physique, puis après on vend en ligne. Et puis une fois qu'on est en vente en ligne, on se rend compte que au niveau des communications, marketing, c'est intéressant c'est utile en tout cas d'avoir une communauté. Ouais. Et on essaye de créer cette communauté, puis de la faire vivre, de la faire participer, alors que vous, ça a été l'inverse complètement. Commencer par une communauté, boutique en ligne, puis boutique physique. Puis je pense que c'est ça notre force, en fait, parce qu'on est né sur le web. Fait pour nous, c'était naturel de commencer sur le web. Puis souvent, les gens étaient impressionnés de voir la vitesse à laquelle notre entreprise a grossi. Mais tu sais, on aime toujours rappeler aux gens que notre clientèle, on la travaillait depuis 2014 déjà. Là, fait que c'est sûr que quand on est arrivé avec notre offre, les clients étaient prêts, les clients nous connaissaient, on avait déjà une crédibilité. Fait que pour nous, ça a été assez facile là, de s'insérer dans le commerce en ligne. Fait que oui, pour nous, ça a été vraiment une force. Puis je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le marketing de contenu. Donc, créer du contenu en ligne, c'est ce qui vend. Ouais. Fait que nous, c'est par là qu'on a débuté, c'est par là qu'on a commencé. Fait que ça nous sert vraiment beaucoup, là. Cool. On aura l'occasion de revenir un peu sur la communauté, puis comment est-ce que vous gérez tout ce beau monde. Mais pour commencer, là, s'il y avait un film qui représenterait le parcours entrepreneurial de l'entreprise, le parcours de la vente en ligne, tout ça, ce serait lequel? C'est pas évident. J'ai eu cette question-là quelques minutes avant qu'on tourne le podcast. Oui. Ça n'a pas été facile de trouver une idée. J'ai eu quelques idées. Il fallait que ça représente quelque chose, des montagnes russes, donc des revirements de situation. Mais ça, je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises. Puis peut-être un film qui représentait une entreprise, qui représenterait une histoire de femmes indépendantes, parce qu'on est une entreprise 100% gérée par des femmes et à 99% d'employés femmes aussi. Il y a un homme dans notre équipe. Fait que j'ai pensé à Little Miss Sunshine, puis aussi Julie and Julia. Fait que c'est les deux que je trouve que c'est un film qui présente comment transformer une passion en quelque chose de plus grand que nous. Ouais. On va commencer un peu directement dans le vif du sujet avec la vente en ligne, là. Après ces belles comparaisons. La vente en ligne, c'est vraiment une entreprise dans l'entreprise. Ouais. Puis t'as la boutique, etc. Puis comment est-ce que chez vous avez réussi à gérer un peu tous ces différents aspects de l'entreprise au sein de l'entreprise? C'est une bonne question. Ça s'est pas fait comme ça, là. Ça s'est fait tranquillement. Je pense au fil des années. Tu sais, au début c'est petit. Au début, tu reçois une commande, puis on recevait les commandes et on les portionnait
à la fois que les commandes rentraient. Là. Par exemple, on avait une commande d'une huile essentielle, on était du genre à aller portionner notre huile essentielle de la commande de cette cliente-là. Tu sais, ça, c'est dans les premiers temps. Mais tranquillement, pas vite, c'est ça, c'est que tu te structures, tu intègres des procédures. Il y a des départements qui vont se former organiquement, je pense, dans l'entreprise. Fait que nous, c'est ça qui s'est passé, là, tranquillement, pas vite. Il y a eu un département de production ou conditionnement de nos ingrédients. Après ça, il y a eu un département d'expédition qui s'est créé. Il y a eu un département de manufacture de nos produits aussi. Fait que, tu sais, tout s'est créé un peu organiquement, mais tu sais, c'est constamment en amélioration continue. Ouais. Des procédures, au début, on n'en a pas dans une entreprise. Je pense qu'on fait tout un peu ça sur le tas. En tout cas, je parle pour nous, là. Nous, au début, c'était vraiment fait. C'est ça, c'était un peu fait comme, on y allait intuitivement. Puis éventuellement, quand l'équipe grossit, t'as comme pas le choix, là. Ça prend des procédures, faut les suivre, faut que ce soit, pour que ce soit vraiment de qualité à toutes les étapes. Fait que c'est des choses qui se mettent en place doucement. Faut pas faire ça tout dès le début, faut pas voir ça comme une montagne. Je pense que nous, les procédures se sont présentées au courant des besoins. Tu sais, par exemple, OK, quand on développe un nouveau produit, on a besoin d'être mieux structuré parce que là, ça fonctionne pas. Fait que, OK, bon, ben on s'assoit puis on développe une procédure pour le développement d'un produit, puis le lancement d'un produit, puis etc. Fait que c'est la même chose pour chacun des départements. Hey, j'imagine que quand vous avez créé la structure, tu sais, grandie, là, tu te dis, on veut pas de procédure. Non, on n'en voulait pas. On veut surtout pas de ça. Non. On a vécu des environnements où il y avait trop de procédures, trop procédurier. Fait que là, on quitte ça. Et puis après, un peu, on avance. Et ouais, c'est pas mal finalement d'avoir des procédures. On a passé par les extrêmes. Je me souviens, autour de 2019, avant la pandémie, nos structures étaient trop intenses. Puis il y en avait pour toutes. Okay. On a passé par cette étape-là où on était comme, OK, on doit structurer l'entreprise. Puis là, on était un peu viré sur le top pour créer plein de structures. Puis c'était trop. Fait qu'il faut comme réussir à trouver c'est quoi l'équilibre pour notre entreprise, pour nos opérations, pour nos employés. Fait que tu sais, on est passé par un extrême où on n'avait rien. Après ça, on est allé vers l'autre extrême où c'était trop intense, c'était trop structuré, trop long. On perdait trop de temps là-dedans. Puis à un moment donné, on est revenu avec une structure un peu plus organique où c'est les grandes étapes, tu sais. Puis on s'assure de les suivre, puis on s'assure qu'il y a un suivi. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut comme le faire, puis il faut expérimenter nous-mêmes, se tromper, puis recommencer. Et t'as un exemple de procédure en particulier que vous avez enlevé? Par exemple, celle-là, c'est trop, là. Je me rappelle que c'est la procédure, je pense, de développement de nouveaux produits. C'était quand même lourd et ardu, avec énormément d'étapes et tellement aussi de personnes différentes intégrées dans le projet. Ouais. Parce que quand tu es dans un début d'entreprise, souvent, les postes aussi sont pas aussi définis, tu sais. Chaque personne va avoir plusieurs chapeaux. Fait que là, tu sais, ça impliquait une personne pour faire la recherche de fournisseurs, une autre personne d'un autre département pour faire le prix de vente, une autre personne qui allait gérer la production, une autre personne qui allait gérer le contenant, une autre personne qui allait gérer le graphisme. Fait que tu sais, c'était juste un peu trop éparpillé. Mais là, à un moment donné, on a réussi à se structurer là-dedans, mais j'ai pas d'exemple spécifique. Non, mais... là, ça fait trop longtemps, puis on dirait que... Non, mais déjà, le fait de mettre trop de monde autour de la table, absolument pour lancer un produit ou pour penser un produit, ça, c'est intéressant. Exactement. Tu sais, maintenant, on est rendu avec des gens vraiment... Tu sais, c'est plus restreint. Les équipes sont plus petites, sont plus restreintes, puis même entre les 3 copropriétaires des mauvaises herbes, nous aussi, nos rôles, au début, là, ben encore aujourd'hui, mais de plus en plus, on essaie vraiment de rester vraiment dans nos postes clés où on sait qu'on est les meilleurs là-dedans, puis de pas trop aller se piler ses pieds les unes des autres. Ouais. Au début, ça causait problème aussi, là. Tu sais, Marianne puis moi, des fois, nos rôles, c'était pas clair. Elle faisait ça, mais moi aussi, mais des fois non. Fait que là, de préciser nos rôles, de repréciser qui fait quoi dans telle situation, je pense que c'est super important. Ouais, puis pour les employés aussi, j'imagine. Exact, oui. T'as une situation que tu sais pas qui te doit demander, tu demandes peut-être aux deux, t'as pas la même réponse sur le moment. Ça. Exact. C'est un peu, ça peut être un peu flou, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est un super gros avantage qu'on soit 3 copropriétaires, là, parce que pour vrai, je pense que faire ça tout seul, je serais pas capable d'être entrepreneur seul. Là. Je lève mon chapeau à toutes les personnes qui le font seules. Mais ça a aussi ce point négatif, ce challenge-là de devoir faire en sorte qu'on doit vraiment préciser nos rôles pour l'équipe, pour la clarté, pour la fluidité de toutes nos décisions. Reste qu'on finit toujours par se consulter pour quasiment toutes les grosses décisions, mais tu sais, on a nos rôles clés, là. Okay. Ouais. On est au mois d'octobre, j'ai un mois de septembre, mais non, déjà au mois d'octobre, on va avoir la grosse période qui va arriver. Black Friday, etc., le Boxing Day, Noël, et j'en passe. C'est vraiment une période où tout s'emballe, là. Ouais. Plusieurs questions là-dessus. Déjà, comment est-ce que vous faites pour vous préparer d'un point de vue logistique, puis aussi d'un point de vue marketing
Et surtout sur l'aspect marketing, là où je veux aller, c'est est-ce qu'on est obligé d'embarquer là-dedans? Est-ce qu'on est obligé de définir une promotion pour le moment? Sinon, on sent qu'on va perdre quelque chose. Est-ce que tu as essayé de ne pas le faire puis vous avez perdu? C'est une bonne question. Mon avis a évolué sur le sujet, je te dirais, dans les années. En ce moment, mon avis, c'est que je trouve qu'on n'a pas le luxe de passer à côté de ça. OK. Comme petite entreprise, là. Le Black Friday, par exemple, c'est peut-être le plus gros des événements, là. Les clients sont prêts à acheter. Il n'y a pas de période dans l'année où les clients sont pas plus prêts à acheter que le Black Friday. Fait que de se dire, ah non, tu sais, moi, je passe par-dessus ça parce que c'est pas dans mes valeurs, ça encourage la surconsommation. OK. Mais en même temps, c'est de dire, je refuse des revenus supplémentaires. OK. Nous, on n'a pas le luxe de se permettre ça. Puis, parce qu'on est dans une optique de croissance, on est dans une optique où on voit gros pour notre entreprise, fait qu'il faut prendre les opportunités qui sont là. Puis le Black Friday, pour moi, c'est une opportunité qui t'est servie sur un plateau d'argent, là. Fait que de pas le prendre, je trouve ça courageux, en fait. Je trouve ça courageux, puis il faut avoir les reins solides dans ta barouette pour pas le prendre, surtout dans un contexte économique quand même pas évident en ce moment, là. Fait que moi, je pense qu'il faut le prendre, même si effectivement, là, tu sais, ça encourage la surconsommation. C'est pas nécessairement très bien au niveau éco-responsable. Puis nous, on a une entreprise ultra éco-responsable. Fait que, tu sais, je comprends aussi la dichotomie. On s'est souvent senti un peu entre l'arbre puis l'écorce par rapport à ça. Mais encore une fois, on se dit que ça peut être à nous de porter sur nos épaules le genre d'être irréprochable. Ouais. C'est pas à nous. On est une petite entreprise, puis notre mission est belle, puis ce qu'on fait a un impact positif. Ça peut être à nous, en plus, d'assumer le coût économique énorme de comme devoir passer à côté de ça à cause que c'est pas éco-responsable, tu sais. Mais j'aime bien ce que tu disais. Tu dis justement que le client est prêt à consommer. Ouais, exact. Et c'est le moment où il est prêt à ça. C'est intéressant parce que je pousse le vice un peu là. T'es pas obligé de faire des promotions à tout prix pour qu'il l'achète. Parce que comme tu dis, il est prêt à ça, donc faut être présent. Ouais. Faut montrer que tu as un produit qui est disponible puis qui répond aux besoins. Mais après, de se dire, je coupe de moitié mon prix, rabais de 50%, ça, c'est peut-être moins nécessaire. J'ai un grain de sel. Parce que, oui, t'as raison. T'es pas obligé d'aller comme super loin dans ton rabais. Mais c'est ultra compétitif comme période, le Black Friday. Et c'est très difficile de ressortir dans le bruit. Parce que les publicités sur Facebook, sur Google, les infolettes, les clients sont inondés durant la période du Black Friday et un peu avant. Fait que de réussir à ressortir et faire comme « Hey, moi, mon offre est exceptionnelle. Si t'as rien à offrir, tu ressortiras pas. » Ouais. Fait que tu vas comme juste être « Hey, j'ai un Black Friday, mais je t'offre pas grand-chose. » Les clients vont aller voir les autres qui offrent plus. Fait que je pense que c'est dur dans un marché ultra compétitif d'affronter le Black Friday sans une offre. Mais nous, on n'est pas du genre à faire des gros rabais sur toute la boutique, par exemple un 20 ou un 30% durant le Black Friday, parce que ça, le coût sur la marge est énorme, là. Fait qu'on est plutôt du genre à faire une offre qui va offrir de la valeur. Fait que, par exemple, l'année passée, on a développé un produit exclusif pour le Black Friday qu'on donnait gratuitement à l'achat d'un montant minimum. Okay. Et on a fait les plus grosses ventes de toute l'histoire de notre entreprise. Okay. Puis notre marge était très bonne parce que le produit, on s'est arrangé pour le faire à l'interne puis qu'il soit quand même économique pour nous au niveau des costes. Fait que le coût de cette promo-là était minime comparativement à si on avait fait un 20 ou un 30% de rabais, là. OK. Ouais, excellente idée. Et d'un point de vue plus logistique, en arrière-boutique, là, comment est-ce qu'on se prépare pour avoir un flux de commandes beaucoup plus important? C'est encore un défi cette année. À chaque année, c'est un défi. On essaie toujours de s'améliorer d'une année à l'autre. On se prépare au niveau du nombre d'employés, fait que de l'équipe. Ça, c'est le plus important. On essaie de se préparer au niveau de nos stocks aussi d'avance. On se prépare l'été pour notre inventaire de Noël. Puis même cette année, on a réussi à se préparer un peu cet été, mais on n'était pas encore assez d'avance. Fait que là, on est encore un petit peu en retard là, cette année. On va être correct, on va y arriver, là, mais on court en ce moment. Fait que se préparer l'inventaire d'avance, préparer notre équipe d'avance, regarder nos statistiques des années précédentes, voir c'est quoi notre volume de vente de l'année précédente, c'est quoi notre combien de colis on traite par jour, OK, combien j'ai besoin d'équipe à l'expédition. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on va regarder pour s'assurer d'être vraiment prête, puis idéalement aussi au niveau marketing, préparer notre promotion d'avance pour pas être trop à la dernière minute. Mais tu sais, je dis ça, puis on va être un peu à la dernière minute cette année, comme à chaque année.
En termes d'employés, là, c'est combien d'employés en plus que tu rentres? Ben, c'est pas nécessairement des employés en plus, c'est souvent, on va mettre toutes les énergies sur... OK, les ressources. Exactement. Fait que, admettons, on va mettre une pause sur le développement, une pause sur de la création de contenu ou une pause sur certains éléments de la production, puis on va ramener nos effectifs tout à la gestion des commandes. Okay. Fait que c'est plutôt, on va comment qu'on pourrait dire ça? Réaffecter nos effectifs au poste de l'expédition. Mais cette année, on va engager des gens de plus là, pour la période des fêtes. C'est la première fois qu'on essaie ça, fait qu'engager des gens de manière temporaire là, pour nous aider à gérer l'afflux de colis. Il faut répondre à tout ce monde. Ouais. Tu parlais à un moment donné de la croissance. Vous êtes une entreprise en croissance. Est-ce que il n'y a pas une relation qui est un peu trop malsaine à la croissance à tout prix? Totalement. Je vois, il y a des entreprises au Québec qui malheureusement ferment, alors que en tant que consommateur ou partenaire extérieur, on se dit c'est une entreprise qui fonctionne bien, et puis ça ferme parce que pas assez de croissance. Mais pourtant, il y avait des opérations qui tournaient, etc. Mais c'est parce qu'il y avait des objectifs financiers à l'atteindre, et voilà, on est dans un contexte de croissance à tout prix. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, puis pour pas tomber dans cette spirale? C'est une bonne question. Ouais. Ben nous, on a connu l'inverse où après, durant la COVID, on a eu trop de croissance pour notre entreprise, pour la structure qu'on avait. Il aurait fallu qu'on contrôle la croissance et on l'a pas assez fait. On a comme suivi le flot de demande. Ouais. On a grossi l'équipe. Puis là, il y a eu la post-COVID, la bulle a éclaté, puis là, pouf, les ventes ont baissé. Puis là, nous, on avait une trop grosse équipe pour la nouvelle réalité post-commande. Fait qu'il a fallu qu'on réajuste notre équipe à ce moment-là. Fait que nous, on a eu un problème de gestion de la croissance où il aurait fallu qu'on le contrôle puis on l'a pas contrôlé. Mais là, maintenant, c'est comme comment avoir une croissance raisonnable. C'est une bonne question. Nous, dans le fond, on est plus à la recherche de conditions idéales pour notre équipe, de conditions idéales pour nous, les copropriétaires aussi. Puis de se dégager suffisamment de temps pour sentir que tout le monde est sur son X. Fait que c'est plus vers là qu'on va. T'sais, nous, la croissance est alignée vers qu'est-ce qu'on veut pour nous puis notre équipe. Fait que c'est comme ça qu'on y va. Mais tu sais, quand on va l'avoir atteint, est-ce qu'on va être encore dans un état d'esprit encore plus? Ben tu sais, ça dépend de la mission, ça dépend c'est quoi qu'on veut pour notre entreprise. Ouais, ça dépend de tes partenaires aussi, les gens qui sont intégrés dans l'entreprise, ou parfois, tu as tes partenaires financiers, des banques qui t'imposent aussi d'avoir un certain objectif ambitieux. C'est ça. Ben nous, on n'a pas de partenaires externes, on est juste 3 co-actionnaires. Fait qu'on n'a pas ce challenge-là à gérer, mais effectivement, j'imagine que quand il y a comme des actionnaires dans un conseil d'administration qui mettent de la pression, ça doit pas être évident à gérer. Puis je sais pas si nous, ça nous tenterait un jour de devoir gérer ça. En ce moment, on est vraiment très bien de pouvoir gérer la croissance comme on le veut, en fait. Ouais. Parce que c'est juste nous 3. OK. De freiner si ça va trop vite, si ça va trop... Exactement. Maintenant, on a eu l'exemple que quand ça va trop vite, c'est pas toujours bon, là. Fait que si ça devait réarriver, on va pas répondre à toute cette demande-là, là. Okay. Ouais, content que les mauvaises herbes soient toujours là aujourd'hui pour discuter avec nous et que vous ayez passé à travers cette période un peu plus difficile. Puis on le voit dans le commerce de détail en général. C'est sûr que moi, à titre personnel, je travaille beaucoup dans la livraison de colis. Puis on voit les volumes de colis qui transigent ne sont pas en baisse, mais les attentes et les objectifs ne sont pas du tout là. Non, c'est ça. Les transporteurs. J'imagine que tu dois avoir vu aussi toi de ton côté en termes d'objectifs puis de prévisions de vente où il y a eu finalement une baisse, quand on n'a pas atteint ces prévisionnels là. Ben là en ce moment nous on est plus dans une position où les choses vont bien, on atteint nos objectifs, on avait un budget, des prévisions financières et ça fonctionne bien. Mais ça a été le résultat d'énormément de travail dans les coulisses, de resserrer nos frais fixes, d'augmenter les ventes passives d'ateliers en ligne, fait que tu sais ça a été plein d'éléments d'être vraiment plus d'avoir un meilleur contrôle des coûts de notre matière, de trouver des meilleurs fournisseurs. Fait que tu sais c'est tout ça qui fait qu'on y arrive. Mais effectivement, tu sais on n'est plus du tout dans une espèce d'air du temps où les choses sont en effervescence, puis il faut quand même travailler beaucoup nos ventes là. On a comme pas le choix d'être constamment là, à arriver avec soit des nouveaux produits ou avec plus de contenu ou avec toujours comme... faut toujours avoir quelque chose pour stimuler les ventes. On peut pas juste comme s'asseoir puis dire ça va rouler tout seul. Je pense que ça existe pas, une entreprise qui peut rouler tout seul. En tout cas, il a trouvé un bon modèle. Oui, c'est ça. Mais gestion des coûts, intéressant, surtout dans un contexte où vous avez différents canaux de vente. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on
perd pas d'argent. Quand on va en boutique, on a des frais fixes de loyer, etc. Il faut déjà savoir le répercuter sur le prix du produit qu'on va vendre. Quand on va en ligne, on a des frais de livraison, des frais de manutention. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à avoir un prix qui se tient sans perdre d'argent trop ici ou là? Faut constamment réévaluer nos prix de vente. Constamment. Puis nous, c'est comme ça qu'on le fait, là. Constamment réévaluer nos prix de vente, constamment réévaluer nos fournisseurs, constamment chercher des meilleurs prix pour tout. Okay. Tout. Fait que nous, on est constamment là-dedans, là. On cherche toujours, admettons qu'on voit qu'il y a le prix d'une matière première qui augmente. Une fois, c'est pas pire. Mais si on voit que depuis certains mois, c'est juste en augmentation, ben là, on rentre en mode, OK, faut trouver un nouveau fournisseur. Ouais. Même chose pour tout le matériel qu'on utilise, nos étiquettes, nos contenants, les transporteurs, négocier le prix de nos transporteurs, nos contrats. Fait qu'on est constamment en négociation pour nos prix. Puis quand on voit qu'on a fait tout notre bout du travail, puis que on y est pas quand même au bout du compte avec le profit qu'on fait sur nos produits, ben on réajuste nos prix de vente. Okay. Puis nous, on se permet quand même de le faire sans se sentir trop mal, parce que je reviens un peu à la même affaire que pour le Black Friday. C'est pas à nous, petite entreprise, de porter la pression sur nos épaules, d'absorber le coût de la vie qui augmente dans toute la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Il y a une limite à ça. En fait, si on fait ça, c'est qu'on va faire faillite. C'est ça la réalité. Les matières premières augmentent, tout augmente, nos prix augmentent. Parce que si on essaie de jouer, OK, non, on veut pas augmenter le prix pour nos clients, on va perdre des clients, ben c'est nous qui va payer le prix, là. Okay. Fait qu'on ajuste nos prix constamment, ben pas constamment, mais régulièrement en fonction de la réalité. Puis on reste quand même très compétitif, je pense, puis les gens qui achètent chez les Mauvaises Herbes achètent plus que juste un produit. T'sais. Ils achètent un mode de vie, il y a une communauté autour, il y a de l'éducation, il y a énormément de contenu gratuit. Fait que pour nous, ça nous permet d'assumer ces hausses de prix-là, si on veut. Là. Ouais. Ça arrive quand même régulièrement que vous modifiez vos prix? Ben, on y va par catégorie de produits souvent. Puis des fois, c'est des petites hausses de prix minimes, là, qui changent rien vraiment pour le client. Mais qui, au global, fait une grosse différence pour nous, là. Ça peut être un 25 sous sur la matière première. Ben, nous, au final, c'est énorme comme changement, t'sais. Fait que on y va graduellement, on y va par, des fois, on va sortir des nouveaux produits qu'on va positionner déjà plus haut. Ça aussi, c'est comme une stratégie, là, qu'on a. Fait que, admettons, on sort une nouvelle gamme de sérum pour la peau. Ben, déjà, en partant, on le positionne comme un produit plus de luxe, plus élaboré. Puis on assume que le prix est plus élevé, t'sais. Okay. Et vous perdez pas trop de clientèle à vous permettre justement de réévaluer les tarifs? Ben, c'est sûr que ça dépend c'est quoi notre clientèle cible. Ça va dépendre de chaque entreprise. Chaque clientèle est différente. Nous, c'est certain que notre clientèle se positionne à peu près dans nos prix. Fait que ça fait encore du sens. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un sweet spot, là. À un moment donné, il faut pas dépasser l'autre côté. Mais je pense qu'on a comme... Il y a pas 15 millions de manières de déterminer où ce sweet spot-là que de l'essayer. Exactement. Fait que nous, on est comme un peu toujours en recherche et développement à ce niveau-là. Notre but, c'est toujours de garder ça accessible, évidemment. On veut pas devenir une entreprise qui s'adresse juste à l'élite. Puis c'est pas du tout ça notre approche, mais il faut rester réaliste avec comment ça coûte, comment notre équipe est rémunérée, comment nous, on va là-dedans. Puis il faut que tout fonctionne. Comment est-ce que tu t'assures, un peu de marketing là, que ta clientèle est heureuse, elle est contente de recevoir son produit. Tu sais, il y a de l'affect, il y a beaucoup d'affect là-dedans. Ouais. Est-ce que tu les sondes régulièrement? Vous avez des critères, des chiffres? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que nous, l'expérience client est super importante, là. Fait que, nos colis sont toujours personnalisés avec un petit papier merci avec le nom de la cliente. On va parfois donner des petits cadeaux dans nos colis à des clients qui sont des bons clients chez nous, qui reviennent souvent. On va leur ajouter un petit truc dedans. Je pense que notre clientèle, on la sonde indirectement beaucoup avec les réseaux sociaux. On a un gros groupe Facebook privé de presque 40 000 personnes, je pense. C'est un groupe d'entraide des Mauvaises Herbes là, sur tout ce qui est projet faire soi-même, etc. Fait que, tu sais, ça, c'est un excellent focus group. Quand même, 40 000 personnes. Fait que j'ai un focus group. On a un focus group à nous,
de 40 000 personnes. Fait qu'on est capable de sonder notre clientèle comme ça, vraiment rapidement, puis avec des données significatives, là, meilleures que bien des sondeurs. Ouais. J'imagine, ouais, c'est quand même un gros panel. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment, je peux leur poser des questions. Des fois, j'envoie des sondages. Qu'aimeriez-vous voir comme nouveau produit? Puis je vais avoir du feedback. Mais c'est certain que le feedback, on l'a aussi beaucoup avec le service client, dans les courriels, tu sais, on va souvent vraiment prendre en considération les commentaires de nos clients. Si un client qui a vécu, ça arrive pas souvent, mais si un client a vécu une expérience moins bonne avec nous, ben on va essayer de creuser, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut s'améliorer, d'être toujours très ouvert à ça, puis de toujours essayer de faire en sorte que les clients se sentent spéciaux. Nous, c'est notre manière de le faire, là. Ouvert à la critique. Ouais. Prendre les mauvais commentaires, ouais. Puis les gens se sentent très proches de nous, notre clientèle, parce qu'on est très, très présent sur les réseaux sociaux, puis on est quand même très généreuse de l'accès qu'on donne aux gens sur nos vies, là, on va le dire, là. Ouais. Puis je pense que cette relation de proximité-là fait que les gens se sentent proches de nous. Fait qu'ils se sentent comme, je sais pas comment dire en français, le nurture par la relation client-entreprise, parce qu'on est très près d'eux. Ils voient les coulisses de l'entreprise, ils participent des fois au développement des produits, on leur pose des questions. Fait que tu sais, il y a comme cette relation-là de communauté qui fait qu'ils se sentent bien, je pense, comme clients. Mais c'est vraiment important. Et alors, je pense que vous êtes allé vraiment loin dans ce concept-là de la relation avec la relation avec le client. Mais souvent, nous, quand on parle avec des entreprises en termes d'expédition, là, pour conseiller les entreprises pour l'expédition, bah, la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que tu connais tes clients? Qu'est-ce que tu connais d'eux? Puis, bah, les résultats, c'est pas clair. Puis ils peuvent avoir des chiffres. Bah oui, j'ai tant de pourcents entre tel âge et tel âge. Mm-hmm. Ils habitent plutôt telle région. Oui, mais c'est ça la question qui peut peut-être être un peu beau de décoffrage. Mais comment est-ce que tu sais que tes clients sont contents, sont heureux? Bah, cette question, c'est pas beaucoup de détaillants ont cette réponse. Mm-hmm. Et même dans un contexte aussi simple que la livraison, bah, il y a des détails qui vont être vachement importants. Par exemple, de mettre, comme tu dis, de mettre une petite note personnalisée. Là, si vous sentez que votre clientèle, elle aime ça, bah, allons-y. Peut-être on va évaluer le temps que ça prend, le coût que ça prend, mais au moins, on le fait parce qu'on répond à ce besoin-là. Oui, tout à fait. Puis, toute entreprise qui est sur les réseaux sociaux, maintenant, je pense quand même que les gens le disent quand ils sont pas contents. Hein. Les gens sont très vocaux quand ils sont pas contents. Puis les gens sont très vocaux aussi quand ils sont contents. Fait que tout ce qui est review sur Google ou sur Facebook ou directement sur nos pages, on a quand même en temps réel on est capable de gager, excusez l'anglicisme, de jauger le degré de bonheur de nos clients par les reviews, beaucoup là. OK. Ouais. Intéressant. Quand on parle de livraison de colis là, c'est quoi le terme qui te vient en tête, là? De coût de livraison ou la livraison? Livraison de colis. Livraison de colis. Livraison. C'est quoi le mot, là? Ben, j'ai rien de négatif qui me vient en tête. OK, c'est déjà une bonne chose. Mettons que tu m'avais parlé du coût spécifique, là, ça aurait été différent. Mais la livraison de colis, je vois ça comme un beau casse-tête. Un beau casse-tête parce que c'est comme... C'est un art, en fait, je pense. Je vois ça comme un art. OK. Là, c'est bien. Il y a du positif qui ressort de ça. En tout cas, un très optimiste, on voit. Quand vous avez commencé, et surtout quand vous avez passé du blog, j'allais dire, de la communauté à la vente en ligne, Mm-hmm. Comment est-ce que vous pensiez, vous imaginiez à ce moment-là la livraison, puis la partie logistique, là, puis comment est-ce que vous l'avez vécu? Au début, tu sais, c'était un départ comme quand même graduel, fait que ça nous a permis de nous habituer. Au début, on livrait juste avec un seul transporteur. Okay. On imprimait nos petites étiquettes, on faisait nos colis un à la fois, assez relax. C'est sûr que quand on commence à grossir, puis que là, on commence à voir le ratio du coût de transport dans le total de tes ventes, là. Ouais. C'est là que quand ça commence à passer, au début, tu sais, c'est pas des gros montants parce que l'entreprise est petite, mais là, quand l'entreprise passe un certain cap, puis qu'on est rendu dans les 100 000 et plus de frais de transport, c'est là que ça commence à devenir un dossier prioritaire, en fait. Avant ça, je pense qu'on le voit pas trop. C'est quand on passe ce certain cap-là que là, OK, ça gruge beaucoup de ma marge de profit, fait que comment l'optimiser? Fait que, en fait, pour répondre à ta question initiale,
La livraison de colis, pour moi, c'est un sujet qui est en constant besoin d'optimisation. Tout le temps. 365 jours par année. Optimiser mes boîtes, optimiser mon poids, optimiser mes prix, optimiser mes transporteurs, optimiser mes délais constamment. Ouais. Puis c'est tellement en mouvement, il y a tellement d'offres différentes, des nouveaux transporteurs ou des nouvelles méthodes qu'il faut tout le temps comme avoir notre cerveau en veille sur tout ce qui se passe puis comment ça fonctionne. Fait que, ouais. On sent que tu as intégré dans chaque décision que vous prenez. Exact. Quel est l'impact que ça aura sur la livraison du colis, là? Ben, j'ai un super bon exemple de ça. Nous, on est une entreprise initialement où on avait tout décidé que tous nos produits, tous nos ingrédients, c'était dans des pots en verre. Parce qu'on est une entreprise éco-responsable. Mais à un moment donné, justement, post-COVID, etc., resserrer nos coûts, on a dû faire des changements. Parce que du verre, ça coûte cher à envoyer. Ça coûte... Parce que c'est lourd. Ouais. C'est très lourd et c'est très fragile. Fait que le temps d'emballage, le matériel d'emballage nécessaire, puis le coût du colis faisait que c'était trop. C'était trop à porter sur nos épaules. Fait qu'à un moment donné, on a juste pris la décision de dire, OK, bon, ben, on voulait ça. C'est ce qu'on voulait, mais ce modèle-là ne fonctionne pas. Fait qu'on s'est reviré de bord, on a assumé nos changements. On a encore énormément de verre là, pour plusieurs produits finis, mais il y a certains ingrédients, des huiles dans des contenants, tu sais, des gros contenants, où là, on a pris la décision de se dire, bon, ben c'est du plastique. Là. On n'a pas le choix du plastique recyclé, recyclable, évidemment, mais c'est le genre de décision qu'il faut parfois prendre là, pour rester compétitif et profitable, en fait. Là. Est-ce que tu peux aussi définir ton packaging en fonction du canal de vente, entre boutique et vente en ligne? Ben là, c'est que ça devient un inventaire vraiment complexe à gérer. Ouais. Puis là, il y a ça aussi, tu sais, gérer un inventaire de différents contenants pour des produits pareils, c'est énormément de stockage, énormément de gestion logistique. Pour nous, on a décidé d'uniformiser nos contenants, que ce soit à la boutique physique ou en ligne, c'est le même contenant. On parlait un peu du coût de la livraison, hein. C'était quoi l'évolution de l'intégration des frais de transport? Au début, ce que je comprends, c'était pas trop un problème, fait que c'était quoi? Allez, on charge $10 de frais de livraison, puis après on intègre plus. Ben, on a fait beaucoup de tests, évidemment. On a presque toujours eu un flat rate, là, un frais unitaire pour toutes nos commandes, qu'on avait établi en fonction à peu près de la moyenne qu'on payait. Mais c'était toujours un peu en bas, on s'entend, là, parce que au début de notre entreprise, on payait en moyenne entre 12 et 13 $ l'envoi des colis là, partout au Québec et au Canada, mais on chargeait 9,99. Fait que c'est sûr qu'on absorbe une partie de ça. Puis, on a aussi un seuil pour la gratuité. Okay. Ce seuil-là a changé plusieurs fois dans l'histoire de notre entreprise. Des fois, on l'a baissé, des fois, on l'a augmenté. Mais le seuil qui est encore en ce moment puis qui a été le plus populaire pendant l'histoire de notre entreprise, c'est 119,99. Okay. Fait que passé ce montant-là, on offre la livraison gratuite à notre client. Okay. Puis ça, c'est drôle parce que souvent, les gens, ils pensent que parce qu'on l'offre gratuitement, passer un montant, dans le fond, on le paye pas. Comme les clients vont penser que on paye pas le frais de shipping, mais tu sais, peu importe que les clients le payent ou pas, l'entreprise le paye, le frais de shipping, à chaque colis. Là. Ouais. Fait que ça, on travaille fort à faire de l'éducation là-dessus pour que les gens comprennent mieux comment ça fonctionne. On n'a pas de gratuité comme entreprise. Là. Chaque envoi, on doit le payer. Alors, dans tout ce que tu as dit, là, j'ai plein de questions. Mais tu as parlé d'éducation. Ouais. Et je trouve que ça sera de plus en plus le nerf de la guerre en livraison. Conscientiser le consommateur sur l'impact de ses choix et surtout en livraison. Parce que on a des très gros joueurs de la livraison qui ont puis du commerce en ligne qui pour ne pas citer Amazon, là, qui, d'un point de vue logistique, ont rebrassé les cartes. Ouais. Avec les formules qu'ils ont où on s'attend aujourd'hui à avoir une livraison quasi instantanée. Et gratuite. Et gratuite. Et gratuite. Mais en tout cas, il y a pas la ligne frais de livraison, effectivement. Non. et ça, malheureusement, c'est pour la logistique, là, c'est un grand mal d'avoir ces consommateurs qui veulent les choses en direct, alors qu'on s'entend, la paire de chaussettes que tu as achetées, c'est pas grave si tu l'as pas demain matin à ta porte. Là. Tu peux attendre quelques jours, je suis sûr que tu en as d'autres des chaussettes. Et comment est-ce que vous faites pour essayer d'éduquer un petit peu vos consommateurs? On leur en parle. Ouais. On a écrit un article de blog sur le sujet. C'est sensibiliser les gens au fait qu'une livraison gratuite, ça n'existe pas. Si elle est gratuite,
c'est quand quelque part l'entreprise l'a absorbé dans ses coûts d'envoi, ou il y a en quelque part, tu sais, c'est ça n'existe pas. Fait que oui, on éduque beaucoup notre clientèle, on fait des vidéos à ce sujet-là, on a écrit des... Puis je pense que les gens, quand ils comprennent, vont être plus enclins à l'accepter et à le payer. Parce qu'effectivement, c'est comme s'il faut rééduquer les gens au fait que un modèle comme Amazon, là, c'est pas réaliste pour une entreprise locale, une petite PME. Là. Ce modèle-là est juste pas viable. Fait que, OK, prenez ça en considération. Est-ce que vous comprenez que nous, on doit vous charger un frais parce que sinon, on est à perte. Puis même si on charge un frais, la majorité des entreprises au Québec vont quand même être à perte parce que il faut rester attirant au niveau marketing. Ouais. Fait qu'il y a comme, là aussi, il y a comme des calculs à faire, il y a des essais à faire. On peut pas, tu sais, nous, on pourrait pas nécessairement charger 15 $ de frais d'envoi. Je pense que les gens vont comme faire, OK, c'est trop. Ouais. Fait qu'il y a comme des seuils psychologiques aussi qu'on doit essayer de respecter si on veut continuer à faire des ventes. Mais il faut rester réaliste aussi avec ce qu'on paie réellement. Fait que c'est comme de trouver l'équilibre là-dedans, c'est pas évident, là. Je pense qu'il faut accepter qu'on va perdre un peu d'argent. Ouais. Avec les frais de transport, c'est comme un mal nécessaire. Mais il faut pas non plus se mettre la tête dans le sable puis tout absorber comme entreprise parce que là, on se met en danger. Puis on ne veut pas ça. Ouais. Accepter de perdre un peu d'argent là-dessus. Là. Ouais. Dans un monde idéal, comment tu verrais la chose là? On split la facture 50-50? C'est une bonne question. Est-ce que tu payes rien, mais j'intègre tout 100% dans le frais dans le produit, dans le coût du produit? Est-ce que tu payes 100%? Je pense que ça va varier d'une entreprise à l'autre, en fait. Ça va varier du type de produit ou de service. Je pense qu'il faut que tout le monde trouve leur formule qui fit pour eux. Probablement qu'il y a des types d'entreprises avec des produits plus chers, plus dispendieux, que eux, ça va être à leur avantage, par exemple, d'intégrer le coût d'envoi dans leur prix puis de le charger gratuitement. Parce que quand on passe un certain montant, quand on se positionne, je sais pas, dans du luxe ou des choses comme ça, je pense que ça passe bien, là. Ouais. D'intégrer en plus le prix parce que rendu après un certain niveau, 10 $ de plus ou de moins pour le client, c'est plus la différence, mettons, sur un sac à main de 500 $. Là. Ouais. Fait que, de l'intégrer dans le prix, ça peut être avantageux, mais pour les entreprises que leur panier moyen est plus bas, comme nous, mettons, notre panier moyen tourne autour de 80-90 $, là, de tout intégrer ça dans notre prix de vente, c'est que on augmente le panier moyen, on se positionne peut-être dans une type de clientèle différente. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment aller trouver la formule qui fonctionne pour nous, là. En termes de livraison, là, c'est aussi les retours. Ouais. Comment est-ce que, de votre côté, vous gérez les retours, vous les calculez, les appréhendez, même si je pense que vous n'en avez pas tant que ça avec votre communauté, j'imagine que ça doit quand même arriver. Ça arrive. On a quelques retours. C'est pas un dossier pour nous qui est problématique en ce moment. Moi, je vais toucher du bois. Fait que, en fait, nous, on s'assure vraiment que nos procédures, je reviens sur les procédures, sont très, très, très serrées, très bien appliquées, double vérification à chaque fois qu'on emballe nos colis, pour être sûr d'avoir le moins d'erreurs possibles qui se rendent chez notre client. Mais ça arrive. Des fois, il peut avoir... parce que c'est des humains là, qui emballent les colis, puis les humains, des fois, peuvent avoir mal dormi, avoir mal à la tête, leur journée va moins bien, puis on peut se tromper, oublier un item dans un colis. Fait que c'est des choses qui arrivent. Nous, en fait, notre ligne de conduite, c'est on essaie de faire le moins de retours possible. On va soit rembourser le client pour ce qui manque, ou on va lui renvoyer le produit qui manque, ou on va envoyer une carte cadeau pour que la personne puisse revenir acheter quelque chose qui manquait, par exemple. Fait que nous, on essaie de pas faire de retour, le moins possible, en fait. Ouais. C'est ça notre stratégie. Mais je sais que ça s'applique pas nécessairement pour toutes les entreprises. Il y a certains trucs que t'es comme, tu veux ravoir la matière ou tu veux ravoir ton item. Ouais. Mais nous, on préfère ça comme expérience client parce que le fait de demander à notre client de réemballer son truc, de le réétiqueter, d'aller le porter au bureau de poste, c'est quand même demandant. C'est pas agréable. Je sais pas si tu fais des retours des fois. Moi, je fais toujours je fais de la procrastination. J'aime pas ça, faire des retours. Fait qu'on assume que c'est le même pour la majorité des clients, puis on essaie de leur éviter le plus possible des retours. Est-ce que vous acceptez, par contre, le retour en magasin? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, on les accepte. Quelqu'un qui voudrait absolument nous le renvoyer, certainement. Là. Mais en fait, c'est qu'on essaie de proposer d'autres solutions plus attirantes qu'un retour, puis qui va être gagnant pour nous aussi, parce que de gérer un retour puis un réenvoi, c'est que tu vas payer le frais du retour du client puis du réenvoi. Fait que moi, tant qu'à recevoir son colis, j'aime mieux y renvoyer juste la chose que j'ai oubliée. Là. Ouais. Comme ça, je paye juste l'envoi une fois.
Ouais, quand c'est un oubli, ouais. Exact. Ou un problème avec un produit, la même affaire. Je veux pas nécessairement qu'elle me le renvoie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce genre de stratégie-là qu'on utilise. OK. Puis stratégie qui semble être efficace. Ouais, exact. C'est quoi, en termes général, là, en termes d'opération, là, le plus grand défi que vous avez eu à traiter, là, et comment vous avez solutionné le problème, là? Le post-COVID, je pense. Ouais. Ouais, passer de, mettons, on était une équipe de 26 à notre plus gros volume de vente à, on est redescendu autour de 15-16 juste après la COVID, où on a dû couper autour de 10 postes. Puis là, on s'est restabilisé. Là, on est en 18-19 de manière stable depuis un bon bout de temps. Fait que je dirais que ouais, la gestion de la croissance a été un gros défi. Donc, trop de croissance suivi de décroissance. Mais sinon, je vais être vraiment... peut-être que tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont tous te dire la même affaire. Ouais. Le cash flow. Okay. La gestion du cash flow, c'est toujours, je pense que c'est le nerf de la guerre de l'entrepreneuriat. Fait que s'assurer d'avoir un fonds de roulement suffisant pour absorber tout ce qui est les in and out dans une entreprise de commerce de détail. Là. Okay. On est rendu vraiment bonne, on s'est vraiment amélioré. On a une courbe d'apprentissage là, depuis qu'on a démarré en 2018, puis ça s'en vient super bien ficelé, super serré, puis on le gère bien. Mais tu sais, quand il arrive, mettons l'été où là il faut qu'on fasse nos commandes pour le temps des fêtes, puis que c'est la période plus morte, c'est toujours un défi, là. Tu sais, OK, on peut commander telle quantité, mais pas trop, il faut qu'on se garde du cash flow. Fait que, tu sais, c'est tout le temps c'est un beau défi, constant, ça aussi. Fait que pour le cash flow, on a gardé des procédures, là. Oui, on a des procédures. On travaille avec un cabinet comptable aussi, avec nous, là, de manière très serrée. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir une bonne équipe comptable, soit à l'interne ou à l'externe, puis d'être vraiment au courant de ces chiffres. Nous, c'est ça, là, notre apprentissage depuis 2018, c'est de connaître nos chiffres, de connaître les flots d'argent, d'être toutes les trois à chaque rencontre de comptabilité, pas juste elle qui est responsable de l'administration. Non, les trois, on est là, d'avoir le nez dans nos chiffres, d'être consciente de ce qui se passe, d'être consciente de l'impact de la masse salariale si on ajoute telle ou telle personne, puis de voir le flow, là, puis de toujours essayer de réduire les frais fixes constamment, là, puis ouais. Fait que je pense que c'est de pas faire d'évitement avec ce sujet-là. Ouais. Même si c'est plate, là. En tout cas, personnellement, je trouve ça plate. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, là. Mais tu sais, moi, on leur laisse. Oui, c'est ça. Mais de s'y intéresser, même si c'est inconfortable, même si c'est stressant, de plonger dedans, là. Comment on parlait un peu de la COVID puis l'après-COVID, là. Comment tu vois les choses à partir de maintenant puis pour plus tard? Est-ce que déjà vous avez des indicateurs qui reviennent un peu au vert? Ben oui, en fait, nous, on vient de booker notre année financière 2024. Ils vont terminer au 31 juillet. 2023-2024. Puis, ouais, ça fait à peu près, là, on s'enligne pour encore une très bonne année. L'année passée, ça a été une bonne année pour nous. On voit une stabilité dans nos ventes, dans nos profits. C'est plus prévisible aussi, un peu plus. Mais c'est sûr qu'il y a encore énormément de volatilité au niveau des ventes, là. Fait que, tu sais, ça, c'est dur dans le monde du commerce, là. C'est dur de prédire exactement ça va être quoi les comportements d'achat. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous ou pas? C'est tellement influencé par plein de facteurs il y en a qui nous concernent, mais il y en a d'autres qui ne nous concernent pas, là. Ouais. Fait que, on voit ça positivement. On est vraiment confiante. On sent qu'on arrive au step où, là, on est sur le bord de devenir comme une autre étape de notre entreprise, là. Ouais. Mais on est encore juste avant, là. Mais les choses se sont stabilisées, puis on n'est plus dans un sentiment d'urgence puis de stress constant. Ça fait vraiment du bien. C'est quoi cette étape dont tu parles, là, où vous sentez que vous y arrivez? Ben, il y a comme, en quelque part, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, il y a comme une espèce d'entre-deux où t'es plus une petite entreprise artisanale qui gère quelques commandes, mais t'es pas encore la grosse entreprise toute automatisée. T'es entre les deux. T'es pas encore assez gros pour déléguer plein d'affaires puis t'équiper de manière à automatiser plein de trucs, mais t'es plus assez petit pour comme gérer les choses un peu à mitaine, où là, t'as besoin d'être structuré, t'as besoin de mettre en place des éléments, de mettre des employés clés à la tête de département, mais c'est comme l'entre-deux. Puis ce step-là, c'est sûr, c'est les ventes. C'est comme augmenter le nombre de clients. Puis on est là. On est comme au step où, OK, on peut rester comme ça. En fait, on pourrait décider de se dire, comme ça nous convient. Ouais. Puis
c'est bien. Contenir cette croissance. Contenir cette croissance-là, exactement. Ou bien de se dire, OK, on veut-tu aller à l'autre étape d'après? Puis là, c'est OK, bon, ben ça veut dire qu'il faut investir en marketing, investir en aller chercher plus de clients, tu sais. Fait qu'on est rendu là. On est comme... Puis là, c'est le jeu du chat et la souris ou du serpent qui se mord la queue. On commence par quoi? Par investir dans nos opérations pour pouvoir supporter cette croissance. Ou alors, on attend que la croissance arrive et investir en opérations. Ça. Exactement. Puis là, tu as toujours le cash flow à respecter. C'est ça. En ce moment, on est en mode, on essaie de stabiliser encore certains trucs, d'installer des nouveaux logiciels de gestion d'inventaire, de comme stabiliser un peu l'équipe. Je pense qu'après, on va faire des gros moves là, pour essayer d'exploser un peu plus. Vous avez atteint la limite de Excel, là. Ah, ben oui. Ben, on utilise encore. Je tiens à dire qu'on utilise encore Excel, mais on est en train de quitter Excel, justement. Ouais. Vous avez quoi comme outil? Là, vous avez un ERP ou différentes solutions que vous connectez ensemble? Oui, exact. Ben, tu sais, on n'a pas encore les gros ERP des grosses entreprises. Mais, on est en train d'installer un logiciel, justement, de gestion d'inventaire et de gestion d'inventaire de nos produits qu'on vend à notre clientèle directe, mais d'inventaire aussi d'ingrédients pour la manufacture de nos produits. Fait qu'on a ça qu'on est en train d'intégrer, mais tu sais, ça, c'est aussi une grosse transition pour l'équipe, là. Ça implique plein de changements logistiques. On a un logiciel de gestion de service client qui centralise tous nos messages au même endroit. Fait que, on a plein d'items comme ça, mais on sait qu'on est encore rendu à se professionnaliser un peu plus à certains niveaux. Mais on est rendu vraiment bonne. Comme quoi, par exemple, de se professionnaliser sur certains niveaux? Par exemple, dans nos manières de préparer nos commandes, par exemple. T'sais, on est encore très à une commande à la fois. T'sais, changer nos méthodes de préparation de commandes pour devenir un peu plus comme les 3PL, là, sans devenir un 3PL, mais faire du picking par batch, des choses comme ça. Fait que il y a des trucs qu'on doit sortir de notre mode petite entreprise, puis passer au mode moyenne entreprise. Fait qu'on est rendu là. Mais c'est pas évident parce que quand tu as une équipe quand même de 18 personnes, faire bouger 18 personnes, faire bouger les habitudes, ça demande une préparation, ça demande des tests. Fait que c'est tous des trucs qui se font sur plusieurs mois, voire plusieurs années, là. Fait que on peut pas... C'est ça aussi. On est rendu plus assez petite pour faire des changements de même. Ça se fait plus comme ça. On peut plus se revirer sur un dizaine. Faut consulter tout le... Ben, des fois, oui. Ouais, des fois, oui. Là, tous les bureaux et l'entrepôt sont dans la boutique ou vous avez deux espaces différents? On a deux espaces. On a la boutique sur la rue Saint-Hubert, puis on a un centre d'expédition. Mais en fait, c'est là qu'on a nos bureaux, la production et l'expédition. Fait qu'on a deux espaces. Là. Fait que pour l'instant, vous n'êtes pas limité en termes d'espace là pour... Si vous avez à changer un peu l'entrepôt, peut-être grandir un peu, vous avez ce qu'il faut. On est correct. Ouais. On est correct. On a tout l'espace qu'il faut. On a encore de l'espace aussi dans le backstore de notre boutique, qui fait qu'on est encore en mesure de grandir au sein de ce qu'on a là. OK. Ouais. Comment vous faites pour livrer de votre entrepôt à la boutique là? Ça dépend des fois. Ou... des fois, on va le faire nous-mêmes ou des employés qui vont le faire. Des fois, on va livrer des palettes. OK. De stock. Ouais. OK. Donc du gros. Ouais. OK. Intéressant, on a parlé de défis là, puis comment vous l'avez surmonté là, donc la gestion de croissance puis suite après. Le plus gros échec là pour le coup, l'inverse là. Il y a des trucs qui là ça va pas marcher. Ben, j'appellerais pas ça des échecs. Je vois ça comme des occasions d'apprentissage. C'est quétaine, hein? Tout le monde dit ça. Je vais changer mon terme pour les prochaines fois. Non, mais dans le sens que je pense que tout ce qu'on a vécu, tu sais, la bulle de la COVID, le post-COVID, couper des postes pour nous, ça a été très difficile. Vraiment, là, c'était comme ça nous faisait physiquement mal. Mais tu sais, avec du recul, on avait besoin de vivre ça pour comprendre l'impact de pas contrôler la croissance. Okay. On l'a vécu, on sait maintenant quoi ne pas faire. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est une expérience qui était violente là, on va se le dire là, mais qui était nécessaire. Puis là, tu sais, on est tellement depuis cette expérience-là, on est vraiment plus prudente sur tout là. Justement dans le contrôle de nos coûts, dans quand on embauche du monde, dans nos réels besoins, toujours évaluer à qui on est capable de se restructurer avant de rembaucher quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelque chose à optimiser à l'interne avant d'embaucher quelqu'un d'autre? Fait qu'on est on est devenu très prudent, des fois peut-être trop. Dans le sens que là, on est rendu au step où, justement, il faut peut-être prendre des risques pour passer à la prochaine étape. Mais on y va doucement, là, à notre rythme. OK. Ouais, pas se retrouver dans cette situation où, malheureusement, on est obligé de mettre à pied les trois personnes. Là. Exactement. Ça, c'est vraiment... ça. C'est ça. Ben, je pense que toutes les entreprises passent par là, dans le sens que je pense que c'est un passage obligé là, de vivre ça.
Parce que c'est comme si tu vois exactement le résultat dans ta face là, des gens que tu mets à pied. Ouais. Le résultat de, OK, on n'avait pas vu ça venir, on avait des angles morts, on aurait dû penser à telle affaire, voici l'impact, puis il est dans ma face. Puis en ce moment, cette personne a de la peine parce que, tu sais, il n'y a rien de plus concret comme résultat qui fait qu'après ça, OK, ça arrive plus. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça arrive? Ouais. Ben, ça me fait penser à Poche et Fils qui parle un peu de justement comment on redresse ça, je pense. Et puis il y a un moment donné où justement il parle de cette période où il a dû se lancer, puis c'était pas une période facile à l'entendre là-dessus. Hein. C'est ça, c'est vraiment pas évident comme passage, mais c'est ça, je pense qu'une entreprise qui vivra jamais ça va avoir des angles morts que là, nous, on a adressés. Ouais. Mettons, si on devait remonter dans le temps un peu, qu'est-ce que tu changerais? On va pas enlever la Covid, non? On va pas aller jusque-là dans la baguette magique, mais tu sais, surtout en termes d'organisation, là, qu'est-ce que tu te dis, on aurait pu faire ça autrement? Mais il y a quelque chose que, je sais pas si ça fait bien que ta question, là, mais il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, puis qui est en lien avec le shipping. À un moment donné, on s'est dit, la plus grosse barrière à la conversion des achats, c'est le frais de transport. C'est ça qu'on dit dans le monde du marketing souvent, là. C'est quand tu arrives à payer ton panier, puis là, tu vois, pouf, un frais de transport. Souvent, c'est là que les gens vont abandonner leur panier. Fait que là, nous, on s'est dit, on pourrait essayer de mettre le shipping gratuit. Ça va peut-être stimuler les ventes, puis améliorer la conversion. C'était dans la période, justement, de la post-COVID, là, si je me trompe pas. Là. Fait que, on essayait des stratégies, là, on devait réagir. Puis, ça l'a pas augmenté nos ventes. Ça l'a baissé le coût de notre panier moyen parce que le seuil de la gratuité stimulait la vente plus élevée à 119,99. Puis au final, on en a perdu 30 000 de transport. Fait que, tu sais, à le refaire... Combien de temps vous l'avez gardé, je pense 2 ou 3 mois maximum. Là. On s'était quand même laissé un petit bout de temps pour voir, genre, OK, peut-être que ça va... Non. Mauvaise idée. Une mauvaise idée. Ben, pour nous. Ça veut pas dire qu'une autre entreprise, c'est pas un modèle à prendre, mais pour nous, ce que ça nous a dit, c'est que le frais de transport était pas tant un frein, finalement, puis en fait, était un élément de stimulation de vente plus élevée parce qu'on offrait la gratuité à partir de 119,99. Fait qu'en enlevant ça, on enlevait l'intérêt des gens de se faire des paniers plus gros. Ouais. Mais j'aime la mentalité, je trouve, depuis qu'on se parle là de l'entreprise, on a l'impression que vous faites du judo avec tout là. Il faut retourner les choses, on a une force avec nous, on la retourne à votre avantage et on sent que c'est un peu un mindset que vous avez, une mentalité que vous avez dans l'entreprise. Là. On est constamment en résolution en solutionnage de défis. J'allais dire résolution de problèmes, là, mais... pas de mot problème. Non, c'est ça, il n'y a pas de mot problème. Oui, constamment. Puis je pense que on n'a pas le choix. Quand on est en entrepreneuriat, il faut comme constamment se revirer de bord. Il y a tout le temps de quoi. Ouais. Puis je suis encore en processus d'acceptation de tout ça. Ça n'existe pas se poser dans une entreprise. Ça n'existe pas comme faire... enfin, on y est arrivé. Ça n'existe pas. Hey, ça en prend de l'énergie, hein? pour faire ce genre d'activité. Ouais, hein? Ça n'existe Puis pas. pour ça, je me reposerai jamais. Non. Fait qu'il faut comme accepter ça. Ouais. Fait que maintenant, comment je réussis à me reposer puis à être bien dans cette réalité-là? Hey, on part sur un sujet là que je pensais pas du tout parler, mais la santé mentale des entrepreneurs qui est un sujet hyper important là. Ouais. Et on le voit avec la Covid là, et l'après-Covid surtout, où là il y a eu plein de situations financières, puis une demande qui était plus là, où on le voit là au Conseil québécois du commerce de détail, les gens qui demandent l'aide, puis il y en a beaucoup, les jeunes entrepreneurs qui vont pas bien. Ben je comprends, c'est un choix de carrière audacieux, un choix de carrière qui est pas relax. Faut aimer l'adrénaline, faut aimer le changement, faut être capable de se revirer de bord constamment, puis faut aimer être étiré tellement loin de sa zone de confort là. Ouais. Tellement là. Ouais. Tu sais, moi, le fait d'être mère, je pense que c'est un des rôles qui m'a étiré le plus loin de ma zone de confort. Puis entrepreneur. C'est les deux, je les mets à peu près dans le même genre de choses. Même niveau, ouais. Ouais. Puis là, vous êtes 3. Ouais. Ça aide aussi. Vraiment. Ah ouais, ça partage la charge mentale à 3. Ouais. Fait que ça nous permet de donner du feedback sur des idées, de brainstormer constamment, puis de sentir que aucune de nous a tout le poids sur les épaules de tout. Là. Fait que c'est juste comme mentalement de savoir qu'on est les 3 porter cette charge-là, ça rend ça beaucoup plus gérable.
Ouais. Je me souviens de cours que j'avais à l'université, là, où on disait que pour se lancer dans l'affaire, 3, c'était le meilleur chiffre. C'est comme comparer un peu à un tabouret, il n'y a rien de plus stable que 3. Comme ça, on peut discuter, il n'y a pas de l'un contre l'autre, il y a toujours une discussion qui se fait en triangulaire, là. C'est sûr que ça prend une compatibilité, là, parce que je pense que aller en affaires avec d'autres personnes, c'est un peu comme un mariage, là. C'est pour le meilleur et pour le pire. On passe des étapes vraiment difficiles, des moments où on est moins connecté, d'autres où on reconnecte. Fait qu'il faut être capable de communiquer. Je parlais comme un mariage. Faut vraiment être capable de se dire les choses difficiles, de se challenger, fait que s'il y en a qui désirent se lancer en affaires avec d'autres mondes, faut vraiment comme être prêt à ça, là. Puis nous, quand on a fait notre contrat d'actionnariat, on parlait aussi de tout, genre, se préparer au divorce, là. Penser à toutes les éventualités si ça marche pas. S'il y en a une qui veut partir, s'il y en a une qui tombe malade, il se passe quoi? Fait que, tu sais, c'est vraiment important de discuter de tout ça, là. Ouais, puis j'imagine comme mariage aussi, on parle avec des valeurs, tu sais, quand on commence à vivre ensemble avec des gens, parfois il y a des valeurs où on sent que, on n'a pas le même niveau, puis ça peut être Totalement. Un défi. Ouais. C'est pareil au niveau des entrepreneurs. Totalement. Ah oui, ça prend un alignement de base des valeurs, puis une vision commune. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des trucs qui vont parfois accrocher ou des décisions que deux sont d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Ça fait partie du deal. Je pense qu'il faut apprendre aussi à lâcher prise puis à accepter des compromis, comme dans un mariage. Mais je pense que vous avez aussi la force d'avoir commencé par le je sais toujours le blog là, mais le site, là, la communauté. Oui, la communauté. La communauté d'abord, où vous avez été confronté à peut-être des enjeux qui étaient moins gros que ce que vous vivez aujourd'hui, mais quand même confronté à des enjeux, ce qui fait que vous avez pu vous jauger sur la manière de réagir aux choses. Totalement. Comment est-ce qu'on voit les défis. Ah oui, c'est clair, ça a été une belle zone d'apprentissage, ça l'est encore, là. Mais tu sais, mettons, on lance quelque chose, une publication quelconque, puis on reçoit un backlash quelconque d'une communauté quelconque. Fait que tu sais, ça nous a appris à développer notre capacité à voir toutes les réceptions possibles. C'est comme, OK, mais les filles, si je dis tel terme, il y a telle personne qui pourrait réagir comme ça. Il y a telle personne qui pourrait être offensée. Fait que de comme tout le temps se préparer à toute éventualité. Puis on est rendu vraiment bonne là-dedans. Je pense qu'on cause plus de vagues. On n'a pas causé beaucoup de vagues, là. Vraiment pas. Mais c'était arrivé des fois où on sortait un article, par exemple, où on se positionnait sur, par exemple, un certain marketing de réseau qui vend des huiles essentielles. Puis ça l'a fait des vagues. On a appris à gérer ce genre de vagues-là, de menaces, puis de tout le kit, là. Fait que, fait que, tu sais, c'est le genre de trucs qu'on a pu tester avant, se mouiller, puis voir comment, OK, ça peut partir en vrai vraiment facilement, en fait. Fait que de tout le temps s'asseoir puis de se poser les questions. Qu'est-ce qui pourrait causer polémique, même si c'est pas ça le but, là. Il y a tout le temps un potentiel de polémique sur n'importe quoi. Fait que ça aide beaucoup, là. Je trouve que de plus en plus, les entreprises utilisent les réseaux sociaux, la communication, tout ça. Puis c'est une place qui est tellement importante puis qui est devenue grosse, en fait, dans les entreprises. Tu sais, au même titre que tu as une personne pour les approvisionnements, une personne pour la comptabilité, une personne pour les ressources humaines, une personne pour les réseaux sociaux. Ouais. Ben nous, ça prend, je te dirais que c'est 90% de notre marketing, c'est sur les réseaux sociaux. Puis on investit à peu près 10% de nos ventes en publicité Facebook. Fait que c'est un gros morceau. C'est moi qui est responsable de la gestion des réseaux sociaux, de la création de contenu. Mais c'est pas juste ça que je fais. Fait qu'on n'a pas personne d'attitré strictement à ça dans l'équipe. Mais un jour peut-être, là. Fait que, c'est gros, puis c'est important. Il faut y mettre du temps, en fait. Puis j'ai, encore plus cette année, là, j'ai remarqué que justement, quand j'y mets du temps, de la planification, de la préparation, le résultat est là. Fait qu'il faut pas, on peut, mettons qu'on n'a pas le temps, on peut décider de faire ça sur un coin de table puis juste pitcher quelque chose dans l'univers juste pour que les gens nous oublient pas. Ça fonctionne. Mais si on veut vraiment que ça fonctionne, si on veut vraiment que ça décolle, il faut y mettre du temps. C'est vraiment intéressant parce que tu dis, si on le fait pas, il y a un résultat, là. Il y a un résultat qui est quantifiable sur la baisse des ventes, là. Ah oui, totalement. Moi, je le vois, là. Si, mettons, je me présente pas devant notre communauté pendant une semaine, j'ai l'impact direct sur mes ventes. Fait que c'est
c'est un peu un couteau à double tranchant. Ouais. C'est merveilleux, c'est fantastique. Les gens sont là, ils nous accueillent, puis sont contents de nous voir. Mais l'autre couteau à double tranchant, c'est si je suis pas là, j'ai un impact sur mes ventes. Fait que, tu sais, ça met une certaine pression sur les épaules, mais... Ouais, puis sur tes épaules là, toi, parce que mine de rien, c'est un visage, une personnalité. Donc, c'est toi. Si toi, t'es pas là... Ben, on essaie de plus en plus de justement de se partager cette chose-là avec Marianne puis Audrey pour retrouver un équilibre. Mais c'est pas évident parce qu'on est toutes les trois chacune dans nos postes. Puis Marianne et Audrey sont super occupées dans leur poste. Fait que tu sais, des fois de trouver un moment pour que ce soit elles, mettons, qui se mettent de l'avant sur les réseaux sociaux, même ça, c'est dur, de trouver le temps, puis de comme... Fait que ça finit des fois que c'est souvent juste ma face qui est là, mais c'est pas volontaire. J'essaye en ce moment là d'afficher plus Marianne et Audrey sur les réseaux sociaux. Ben, la prochaine étape, ce sera l'intelligence artificielle avec une reproduction. Ben oui, un hologramme de moi-même. Un hologramme, exactement, qui crée du contenu, puis ça serait bien, une personnalité à suivre. Pourquoi pas? Tu disais, vous avez fait seulement Facebook comme publicité? Vous faites pas de publicité sur les autres... Facebook, Instagram, Google, Pinterest, TikTok. En gros, c'est ça. OK. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un choix spécifiquement Facebook. Mais... Ben, sur Meta, là, mettons. Le Meta, c'est Facebook et Instagram. C'est là qu'on investit le plus, mais on en met ailleurs aussi, là. OK. Très intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont été discutés qui pourraient vraiment servir aux détaillants. Pour finir, là, ce serait quoi un conseil, un ou deux conseils là, que tu donnerais aux commerces en ligne, aux boutiques qui ont des commerces en ligne au Québec? De pas hésiter à se tromper, à faire des échecs. En fait, je pense qu'il faut accepter que c'est sûr qu'on fait des échecs, des erreurs. Nous, toutes nos erreurs ont été les moteurs d'amélioration dans notre entreprise. Fait que de les voir différemment, de faire des tests. Nous, on est constamment en train de faire des tests sur tous nos produits, nos frais, notre branding. On est constamment en mode évolution constante. Puis je pense que justement, de se permettre de pas rester dans un moule, puis de se permettre d'essayer des affaires, c'est ce qui fait que parfois on tombe sur quelque chose de exceptionnel. Puis là, OK, ça peut réaligner un peu nos opérations ou nos communications. Fait que de faire des tests. Puis de pas avoir peur de se tromper. Ouais. OK. Ben, autre question là pour conclure, mais tu sais, 2-3 trucs là pour d'un point de vue logistique là, pour que ça roule. Là. Pour que ça tourne. Fait que déjà la première des choses, ça serait faire des tests. Faire des tests, oui. Exactement. Puis de faire des tests pour trouver c'est quoi votre tarif à vous, tu sais, le tarif, le flat rate qui fait du sens pour votre clientèle, pour votre type de produit. C'est quoi le seuil de la gratuité qui fit avec votre entreprise, avec votre panier moyen, d'aller analyser les statistiques. C'est quoi votre panier moyen? Parce que des fois de se positionner, les gens vont comme se positionner proche du panier moyen des fois pour mettre un seuil de gratuité, mais tu sais, l'idée c'est de monter le panier moyen, fait que d'aller plus haut que ça, tu sais, peut-être aussi, puis de faire des tests là-dessus. Puis d'utiliser des plateformes comme Envoi Québec pour magasiner ses tarifs. Je fais une petite plug. De magasiner ses tarifs, c'est un super bon argument de vente aussi après ça pour aller renégocier ses contrats auprès de nos expéditeurs. Fait que de pas hésiter de négocier les prix avec les expéditeurs, de négocier ses prix pour ses boîtes, de négocier ses prix pour ses étiquettes. Tout ça est négociable. Ouais. Tout négocier tout le temps là. Exact. Et ça prend de la donnée. Pour négocier, mais ça prend de la donnée pour tout. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour les entreprises. On l'a tous connu un petit peu, là, à un moment donné, c'est OK, ça me prend de la donnée, mais comment je récolte ma donnée? Comment je la stocke, puis comment je l'analyse? Exact. Mais pour aller négocier ces transporteurs, ça prend de la donnée. Pour définir ton prix de minimum de commande gratuite, ça prend de la donnée pour pas te planter. Mais la majorité des outils comme Envoi Québec, il va avoir des analyses statistiques qui sont offertes directement sur la plateforme. Puis des outils comme Shopify aussi, on a énormément d'analytiques disponibles directement dans la plateforme. Nous, c'est juste ce qu'on a utilisé. Fait que, des fois, c'est pas non plus de voir ça trop intense, mais juste d'aller les consulter, justement, puis de prendre le temps de les analyser, de prendre le temps de voir dans le temps comment ça a évolué. Puis après ça, d'arriver avec ça devant le transporteur, puis lui dire, tu veux-tu avoir ce pourcentage-là de colis? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Voilà, ça fonctionne bien. Très bien. Et pour finir, là, ça serait quoi le plus gratifiant que tu aies vécu ou que vous avez vécu avec tes partenaires là, dans l'entreprise? Ben, je
pense d'être encore là, c'est super gratifiant, que les clients sont encore là à chaque jour, à chaque semaine. C'est tout le temps, à chaque fois, j'en reviens pas qu'on ait réussi à créer une entreprise quand même très nichée sur un sujet très marginal quand même, puis qu'on ait autant de gens qui nous suivent, qui sont intéressés par ça. Fait que moi, ça, je suis tellement dans la gratitude par rapport à ça. Puis juste avoir la chance de... L'entrepreneuriat, c'est difficile, on s'en est parlé un petit peu tantôt, c'est très exigeant comme vocation. Mais je pense, à ma connaissance, il y a très peu d'autres domaines qui permettent autant de liberté, de créativité que ça. Puis moi, de travailler chaque jour à comme créer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, des nouvelles approches, c'est merveilleux. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et de connaissances. Merci à vous d'avoir été là et puis d'avoir écouté notre balado. Merci aussi à Nabila Rademi qui m'a aidé pour développer tout le contenu de ce premier épisode du balado. Et également merci au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie qui nous soutient financièrement pour ce projet Envoi Québec au sein du CQCD. Merci. Merci à toi.